L'action qui a un sens pour les vivants n'a d'achèvement que dans les consciences qui en héritent. Hannah Arendt, quelle belle formule pour introduire votre ouvrage, Alain Bloch. L'éternité en héritage, enquête sur les secrets de la résilience des organisations. C'est publié aux éditions Descartes et compagnie. Vous êtes professeur au CNAM, directeur d'HEC Entrepreneur. Qu'est-ce qu'on apprend quand on s'interroge Déjà, sur cette l'éternité phrase très belle, effectivement, d'Hannah Arendt, certaines organisations en ont fait, souvent sans le savoir, leur vrai fil conducteur. Et c'est ce qui nous a beaucoup frappé dans cette recherche, où on a rencontré 19 organisations, entreprises centenaires, donc réputées résilientes, parce que quand on est centenaire, a priori, on a traversé un nombre de crises absolument impressionnantes, de guerres mondiales, etc. Et donc, Pour les citer rapidement, il y a Saint-Gobain. oui, voilà, c'est ça. Des entreprises aussi internationales comme IBM, comme Brinks, des petites, des grandes, enfin un panel donc très, très, très divers. En fait, on était parti d'un résultat du livre précédent, La stratégie du propriétaire, où là on s'était intéressé aux entreprises familiales et on avait apporté notre contribution à une controverse de la littérature du management sur la performance des entreprises familiales. Et on avait pointé que les entreprises familiales étaient finalement plus performantes dans les périodes de crise, donc en fait plus résilientes. Et on en avait tiré un petit modèle explicatif qu'on a essayé de vérifier dans des entreprises non familiales. Et donc là, on s'est intéressé à des entreprises résilientes, non familiales, pour voir si finalement ce modèle fonctionnait, s'il était transposable et sous quelles limites. Voilà, alors au total, oui, il est transposable à quelques nuances près. On avait expliqué dans la stratégie du propriétaire que les entreprises familiales, les grandes entreprises familiales résilientes, justement, savaient mettre en tension d'une façon assez originale leur orientation entrepreneuriale. Donc le souci d'innover, Voilà, le c'est souci ça, avec une prudence patrimoniale qui est d'ailleurs souvent ce qui ressort et ce qui nous hypnotise un peu sur les entreprises familiales, mais on oublie l'orientation entrepreneuriale. Là, c'est un petit peu la même chose. Ces entreprises centenaires sont aussi très orientées sur le entrepreneurial, elles sont très innovantes, etc. Et elles ont un souci de grande fiabilité. Et finalement, fiabilité frugale. Fiabilité frugale, exactement. Donc mettre en tension cette notion d'entrepreneuriat et de fiabilité n'est pas si simple, et elles le font assez naturellement, effectivement à travers ce qu'on a appelé des piliers un peu, et qu'on a essayé d'expliquer que ces piliers étaient indissociables et qu'il fallait les voir un peu comme les 4 murs d'une maison, qu'on ne pouvait pas les regarder séparément. Il y a effectivement cette frugalité qui vient irriguer notamment la fiabilité, mais pas que. La fiabilité, c'est souvent dispendieux parce que c'est des redondances de systèmes. Voilà, elles savent être fiables frugalement, et la frugalité traverse ces organisations. Frugalité vraiment au sens de dépenser mieux. Ce n'est pas des organisations avares, c'est des organisations qui savent dépenser mieux. Elles sont frugales, elles sont très innovantes, ambidextres, comme on dit dans la littérature du management, avec probablement une forme d'ambidextrie relativement élaborée, évoluée, qu'on a un peu analysée sous forme d'une ambidextrie à 3 étages. On dit en souriant une ambidextrie à 2 bras gauches, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment un souci de l'exploration poussée à l'extrême, une volonté d'avoir des petites équipes très autonomes qui défrichent l'avenir de façon très, très autonome et donc très, très entrepreneuriale, ce qui explique évidemment leur capacité de rebond dans les crises, puisque la résilience suppose ce rebond. Un pacte social qu'on avait déjà pointé dans les entreprises familiales, mais qui nous paraissait évidemment lié aux caractéristiques familiales de ces organisations, alors que là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a vraiment un lien organisationnel qui est très très fort et qui est assez étonnant dans les entreprises qui justement ne sont pas familiales. C'est là d'ailleurs où on a un peu sorti ce titre, l'éternité en héritage, parce que on a une population des collaborateurs qui parlent de leurs prédécesseurs dont ils se sentent les héritiers, et ça c'est tout de même assez étonnant parce que
comment arrive-t-on dans une organisation à faire qu'un membre se sente dépositaire d'une histoire, dépositaire d'une tradition, et en même temps de tourner cette tradition et cette histoire vers l'avenir, voilà, et de ne pas en faire quelque chose de figé. Et tout ça est probablement un peu catalysé par un mode de leadership assez particulier. Faute de mieux, on l'a baptisé leadership orienté résilience, mais c'est un leadership qui justement n'hésite pas à beaucoup parler de l'histoire de l'organisation, et est un leadership très narratif. Il y a une dimension très narrative, très forte. On met les mots sur les choses. Exactement, et on les écrit. On a été très frappé de voir que sur 19 organisations que nous avons regardées, il y en a quand même 17 qui ont pris la peine d'écrire, mais d'écrire de façon très élaborée leur histoire. Solvay, par exemple, a une histoire en 2 tomes, rédigée par des historiens, enfin vraiment un travail de documentaire très, très important, partant du principe, et j'aime beaucoup cette phrase du président du groupe FIV, Frédéric Sanchez, qui dit « Ce travail de mémoire nous aide à comprendre pourquoi nous avons survécu ». Et je trouve que c'est très intéressant. Ce n'est pas un travail de mémoire nombriliste ou narcissique, c'est vraiment un travail de mémoire qui est un apprentissage organisationnel qui permet de mieux comprendre quels ont été les ressorts, les ressources de ces rebonds successifs liés à ces crises. Et donc c'est un mode de leadership assez particulier, avec d'ailleurs des leaders qui sont tout de même dans ces organisations assez différents en termes de mode de désignation et de continuité, de stabilité, assez différents des autres, puisqu'on a constaté que ces dirigeants étaient en place au moment où ils sont nommés dirigeants depuis plus de 8 ans, enfin étaient dans l'entreprise depuis plus de 8 ans en moyenne, ce qui est quand même pratiquement le double des organisations classiques, et qui restent en place aussi un peu plus de 8 ans, ce qui est encore le double des organisations. Donc il y a une stabilité très forte de l'équipe dirigeante qu'on retrouve même dans des organisations où le turnover est très important. Par exemple chez Accenture, qui est une de nos entreprises centenaires, si on considère qu'elle est l'héritière de Andersen Consulting, et bien le top 100 des dirigeants a en moyenne 20 ans d'ancienneté, même si l'entreprise recrute 50 000 consultants par an et donc a un très très gros turnover sur les consultants qui forment les gros bataillons. Donc une stabilité, un mode de désignation qui fait dire d'ailleurs à un des dirigeants, celui de Solvay, je me sens dépositaire d'une histoire. Et au fond, ce sentiment d'être dépositaire d'une histoire et garant de son avenir, de sa projection dans l'avenir, ils arrivent à le diffuser, à diffuser ce sentiment dans l'ensemble de l'organisation, ce qui quand même n'est pas si simple et finalement assez original. Alors, plusieurs éléments de réaction ou d'interrogation. D'abord, vous faites écho aux travaux qui sont menés par Danny Miller, Isabelle Le Breton-Miller sur les entreprises familiales. Vous avez évoqué la stratégie du propriétaire dans votre ouvrage précédent. On a le sentiment d'être dans une forme presque altère, c'est-à-dire par rapport à cette entreprise qu'on nous vend comme un nœud de contrat, qu'il s'agirait de... Là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entreprise épaisse, doté d'une histoire, un ciment organisationnel, quelque chose qui est presque une forme de transcendance. Oui. Au-delà effectivement de ces entre guillemets recettes pour être plus résilients que nous essayons de mettre à jour dans ce livre, effectivement, il y a tout de même un certain nombre d'autres points qui sont sous-jacents. Celui-là en particulier, je crois que ces entreprises, on l'avait vu dans les entreprises familiales, savent finalement arbitrer la performance à court terme contre la pérennité à long terme. Ça, c'est déjà un élément très important. Elles font ensuite... Contre la survie à long terme. Oui, contre la survie à long terme, exactement.
Et du coup, elles considèrent leurs ressources humaines d'une façon très différente. La variable humaine n'est pas une variable d'ajustement. C'est vraiment considéré comme... Et donc, ça nous éloigne effectivement très fortement du paradigme de la création de valeur pour l'actionnaire. Je pense que ça dessine un mode de management tout à fait différent, en opposition à un mode de management durable, en quelque sorte, qui vise cette pérennité à long terme, qui considère qu'une organisation est d'abord faite pour durer. Et je crois que derrière ça, il y a tout de même une réalité sociale, économique assez profonde. Je pense qu'on a trop vu et on a trop considéré, et d'ailleurs les sciences de gestion se sont laissées imposer ce paradigme, comme l'a dit très bien Gomez, de façon probablement assez malheureuse. Ce paradigme de la création de valeur pour l'actionnaire comme alpha et oméga de toute forme de management, on voit dans ces organisations qu'il y a une autre forme de management qui accorde plus de place à l'homme, qui reconnaît le droit à l'erreur, qui accepte l'échec comme contrepartie du risque, qui met l'accent sur le pacte social et l'attachement à un certain nombre de valeurs, qui sont pas antinomiques ou à l'opposé de ce que nous suggère la création de valeur pour l'actionnaire, mais tout de même assez différente. D'ailleurs, Gomez le dit très bien, il dit dans je ne sais plus quel chapitre récent d'ouvrage qu'il a publié, qu'au fond, il y a quand même deux modes de management. Il y a un mode de management par le projet et un mode de management par le profit. Et c'est sûr que ces entreprises dessinent un mode de management par le projet qui sait accepter. Bien entendu, le profit reste nécessaire. Il n'est pas question de nier ça. Mais au fond, dans l'ordre des priorités, le profit est second. Comme il le disait dans un de ses ouvrages, effectivement, c'est comme la respiration, c'est indispensable à la vie, mais ce n'est pas forcément le but de la vie, sauf quand vraiment ça va très mal. Alain Bloch, on ne peut pas s'empêcher, parce que vous évoquez la résilience, les crises, on est dans un monde qui est en crise, on pense à la zone euro par exemple, et actuellement c'est particulièrement, on est dans un moment, dans un momentum un peu compliqué. Quand on évoque l'éternité en héritage, je vous avoue qu'en découvrant votre ouvrage, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Primo Levi, si c'est un homme. C'est ça le message essentiel? Oui, je pense qu'en tout cas, c'est un message qui dépasse assez largement le message, la simple entreprise, qui dépasse la question d'organisation marchande avec sa visée performative. On a d'ailleurs fait cette tentative dans le dernier chapitre de notre livre de montrer que tous ces concepts pouvaient se transposer à la résilience d'organisations maléfiques, les organisations terroristes et les organisations criminelles qu'on a, l'actualité l'a rappelé récemment, beaucoup de mal à combattre, parce que je crois qu'on n'a pas bien compris justement la source de leur résilience, la source de leur résilience, et que c'est à cette source de leur résilience qu'il faut s'attaquer. Et je pense qu'on pourrait, on ne l'a pas fait, puis ce n'était pas le propos de l'ouvrage, mais on pourrait tout à fait appliquer ces concepts aux nations. Bon, c'est vrai qu'il y a une frontière qu'il est peut-être imprudent de traverser entre l'organisation, qu'elle soit marchande ou qu'elle ne le soit pas, et l'institution. Bon, qu'est-ce que c'est que la résilience d'une institution? C'est probablement quelque chose d'un petit peu plus... c'est différent sûrement, en tout cas il y a un champ de recherche intéressant. C'est vrai qu'on pourrait essayer d'appliquer nos concepts, ces concepts de résilience organisationnelle aux institutions et aux nations en particulier. Un véritable programme de recherche. L'éternité en héritage, enquête sur les secrets de la résilience des organisations. Donc Alain Bloch et Isabelle Lamotte. Merci Alain Bloch de votre venue. Merci beaucoup.